Très heureuse de vous retrouver sur ITV en ce début de semaine. Nous sommes lundi 28 septembre et bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce soir. Les eaux du fleuve Sénégal continuent d'avancer vers certaines localités dans le nord du pays. La plus grande île du Sénégal, Morphil, au bord du gouffre. L'avancée du fleuve menace les récoltes ainsi que des villages. Momar Alisnian nous y attend pour nous parler de cette situation. Il refuse de s'expliquer sur la gestion de l'aide alimentaire d'urgence. Mansour Faye plébiscité à la barre. De plus en plus de voix s'élèvent pour exiger l'audition du ministre du Développement communautaire. La Ligue démocratique s'y met et estime que le frère de la première dame doit absolument rendre compte aux Sénégalais. Et le reportage du soir sur un constat de plus en plus flagrant, ces personnes qui font la mendicité sur les réseaux sociaux s'adressant à deux parfaits inconnus. Et enfin, les sports, comme tous les lundis, ce sera avec Pape Malijo dans quelques instants. Des récoltes menacées, des activités économiques au ralenti. C'est dans ces conditions absolument difficiles que vivent les populations de l'Iramofil dans le nord du Sénégal. Leur sommeil est fortement perturbé par la montée des eaux du fleuve Sénégal, un calvaire décrit par Momar Alisnian avec Mortar Sec. Le désarroi et l'inquiétude sont les sentiments les mieux partagés dans l'île Amorphile. La montée des eaux du fleuve est passée par là. À Ngouille, les producteurs tirent la sonnette d'alarme. Ce matin, on a constaté au nord aussi du périmètre qu'il y a une autre inondation qui se dessine. De ce fait que vraiment, actuellement, notre problématique majeure par rapport à cette campagne, ce sont les eaux de crue et les eaux pluviales vraiment qui risquent d'inonder ce périmètre-là. Non loin de là, dans le village de Haram, toutes les activités économiques sont au ralenti et la traversée du fleuve est fortement perturbée. Nous, notre problème, c'est d'avoir un pont ici. Parce que ce pont sera utilisé à peu près de 25 000 âmes. Haram seulement 5 000 âmes. Il y a d'autres 6 villages qui sont derrière, qui font des traversées, surtout le samedi, à cause du marché hebdomadaire de Medina Ndiadbe. Tout en saluant les réalisations du gouvernement dans l'île Amorphile, ces populations interpellent quand même les autorités pour soulager définitivement leur calvaire. Parce que si on produit et on ne peut pas écouler ou bien on ne peut pas faire sortir le produit, ça pose problème. Mais actuellement, par rapport à la route, par rapport aussi au pont, bon, nous voyons que vraiment c'est une épine qui a été enlevée. Si rien n'est fait pour stopper la crue du fleuve Sénégal, les populations de l'île Amorphile risquent de perdre les milliers d'hectares déjà emblavés et même certains villages sont menacés de disparition. Mansour Faye, au cœur de l'actualité ces dernières heures, l'audition du ministre du Développement communautaire fortement réclamée. Mansour Faye doit rendre compte dans la gestion de l'aide alimentaire d'urgence. C'est aussi la position de la LD, la Ligue démocratique. Son porte-parole, Moussa Assar, était l'invité de Migui Maramjaï dans Tok Tok Sénégal de ce lundi. Dès les premières heures de la pandémie, le président Macky Sall avait confié une enveloppe de 69 milliards sur les 1000 au ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale pour la distribution de l'aide alimentaire. Une mission accomplie depuis plus de 2 mois. L'heure de rendre compte a sonné selon le porte-parole de la Ligue démocratique. Pour Moussa Assar, Mansour Faye doit être auditionné. Nous sommes par principe pour la transparence dans la gestion des ressources nationales. Les ressources nationales appartiennent à l'ensemble du peuple. Qu'il s'appelle Mansour Faye ou un autre ministre ou administrateur qui gère des fonds publics, tout le monde doit à chaque moment de la gestion rendre compte aux instances appropriées pour que nul n'en ignore. Pour le cas qui nous occupe, nous sommes pour que Mansour Faye rende compte à qui de droit. Est-ce qu'il devra le faire devant l'OFNAC, devant la Cour des comptes ou devant l'EGIE ou devant l'Assemblée nationale? Je n'en sais pas grand-chose. En revanche, nous insistons
pour qu'au terme de la gestion de l'aide alimentaire durant la pandémie Covid-19, au terme de cette gestion, le ministre Mansour Faye devra rendre compte et les leçons devront être tirées. Qui, pour l'auditer, grosse équation. En tout cas, Mansour Faye a fermé les portes de l'OFNAC. Pour Moussa Sarr, l'essentiel c'est de rendre compte, quelle que soit l'institution. Il a dit que lui, en tant que ministre, il ne répond pas à l'OFNAC. J'ai entendu un expert en constitution estimer qu'il doit répondre à l'OFNAC. C'est des interprétations diverses. C'est pourquoi nous, au niveau de notre parti, nous nous situons au-delà de l'interprétation. Ce que nous convoquons, c'est le principe. Par principe, au terme de la gestion de ressources nationales, tout Sénégalais à qui le président de la République a fait confiance, pour lui confier une responsabilité, il doit rendre compte. Il doit rendre compte devant les instances appropriées. Est-ce qu'il devra le faire devant l'OFNAC, l'Assemblée nationale, ou la CREI, ou devant le président de la République? Je n'en sais pas grand-chose, mais je rappelle le principe, il doit rendre compte. La transparence doit être de mise partout selon le porte-parole de la LD qui réclame l'évaluation du plan Orsec. Le secrétariat permanent de la Ligue démocratique s'est réuni le 12 septembre et a demandé une évaluation exhaustive du plan décennal de lutte contre les inondations. Nous nous sommes d'abord félicités des résultats obtenus dans la lutte contre les inondations. Parce que dans ce pays, à Dakar ou à l'intérieur du pays, partout où, grâce au plan décennal, des ouvrages ont été réalisés, il n'y a pas eu d'inondation. Là où il y a une situation dramatique à Dakar, à Kermassar ou à l'intérieur du pays, nous avons constaté que dans ces localités, il n'y a pas eu d'ouvrage de drainage des eaux pluviales. Voilà pourquoi nous pensons qu'au terme de cette évaluation exhaustive que nous demandons, et avant nous, le président a demandé l'évaluation. Donc au terme de cette évaluation, il s'agira de renforcer les acquis et d'apporter des correctifs pour que partout où c'est nécessaire, nous puissions avoir des canalisations. En attendant son évaluation, le plan Orsec a été lancé pour la énième fois afin de sortir les populations des eaux pluviales. 10 milliards ont été décaissés pour sa mise en œuvre. Et sur une autre question, la tenue des élections locales en 2021, Moussa Sarr est pour un nouveau report basé sur ce que réclame l'opposition sénégalaise, l'audit du fichier électoral. Et mieux, le porte-parole de la LD propose un couplage des élections. On l'écoute. Il sera difficile, techniquement, de tenir une élection locale ou des élections locales au mois de mars. Parce que je rappelle qu'au sorti de l'élection présidentielle de 2019, l'opposition et une partie des organisations de la société civile avaient exigé un audit du fichier. Nous sommes allés au dialogue politique et nous saluons le fait qu'au terme de ce dialogue, il y a un consensus autour de 25 points sur les 27 en discussion. Parmi les points de désaccord, il y en a le statut de l'opposition et autres. Mais tout le monde est d'accord que nous devons faire un audit du fichier électoral. Donc nous attendons que cet audit indépendant du fichier électoral soit fait pour aller aux élections. Et je rappelle la position de la Ligue démocratique. La matière électorale est une matière très sensible, qui peut renforcer la démocratie, qui peut participer à la stabilisation d'un pays, mais qui peut déstabiliser un pays. C'est pourquoi nous pensons qu'il est utile, avant de fixer une date, qu'il y ait un consensus sur le processus électoral et qu'il y ait un consensus de tous les acteurs sur la date. Il ne s'agit pas, il ne faut pas se presser, il faut auditer le fichier, il faut s'accorder sur l'ensemble des étapes du processus électoral et aller aux élections locales. Au-delà d'ailleurs de la date des élections locales, nous au niveau de la Ligue démocratique, après avoir fait le constat que ce pays-là est presque en permanence en campagne électorale, nous pensons que le moment est venu de rationaliser les élections. Les élections qui peuvent aller ensemble, il faut les regrouper. Et ce drame qui s'est produit ce week-end, un étudiant a été tué aux alentours de la cité Claudel. Une autre conséquence dramatique de l'insécurité qui règne dans cette zone, le Canal 4. Nos équipes se sont rendues sur place ce matin. Désolation et consternation à cette Diac Augustin Mandan. C'était terrible. C'était à bord de 22 heures. Dès qu'on est venu, il était déjà mort. Cette insécurité règne dans cette zone depuis des années. Alors donc ce que je pouvais dire de cette insécurité-là, elle est là. L'insécurité est toujours là. Bien sûr que ça a diminué, mais auparavant ce n'était pas le cas. Mais maintenant ça commence encore à revenir. C'est ce qui nous a poussé, nous, avec nos véhicules, on ne reste plus ici le soir. Le soir, on se déplace et on va quelque part où il y a la lumière pour continuer notre travail. La nuit, on n'est pas là pour cette mesure.
Donc ça s'est passé derrière nous. C'est hier matin qu'une personne est venue me dire, vous savez ce qui se passe. Je lui ai demandé ce qui s'est passé, il m'a dit qu'on a tué quelqu'un. Je ne savais même pas que c'est un étudiant. Cet étudiant qui habite le quartier appelle les autorités à veiller sur la sécurité dans cette zone. Je lance un appel solennel à tous les habitants fannois, mais notamment à ceux qui sont dans les universités, le personnel, les dirigeants, le recteur, de nous venir en aide parce que là c'est très compliqué. Ici à Fann, à chaque fois, on rencontre la même situation et ça devient plus compliqué. Même la police ne peut pas gérer cette situation. Donc nous voulons juste une brève solution. Les étudiants et les riverains du Canal 4, très en colère, demandent que les autorités trouvent une solution à ce problème. Merci Aïssa Toudjak. L'avortement célébré tard partout dans le monde ce lundi 28 septembre. Un sujet sensible pour ne pas dire tabou dans un pays comme le Sénégal. Mais quand même, de plus en plus de jeunes commencent à s'ouvrir à la problématique avec des perceptions beaucoup plus tolérantes. Illustration dans ce reportage de Kessendour et Seydina Mbaye. À Dakar, il y a des sujets dont on aime plus ou moins parler. L'avortement fait partie d'entre eux. Formellement interdit au Sénégal, les contrevenants s'exposent à des sanctions pénales. Et pourtant, parmi les jeunes, la parole se libère et de nouveaux avis commencent à émerger dans l'espace public. Aïcha, une jeune étudiante, marche d'un pas déterminé. Aussi déterminé que son avis sur la question. Moi, je suis pour. Bon, comme vous le savez, un enfant est toujours un cadeau du ciel. Mais imaginez qu'une fille se fasse violer. Donc cet enfant ne peut pas être désiré. Donc je suis pour qu'on autorise l'avortement. Les filles ne sont pas les seules à se sentir concernées. La libération de la parole permet aussi aux jeunes hommes de connaître le sujet et d'avoir leur avis sur la question. Adama est étudiant et pour lui c'est avant tout la santé et la sécurité de chacun qui doit entrer en ligne de compte. De mon point de vue, je pense que dans certains cas, l'avortement peut être légalisé, mais en fonction des avis de la mère et du docteur. Car l'avortement est une décision sérieuse qu'il faut prendre à deux, qu'il faut bien réfléchir. Maintenant, la mère doit être mise au courant sur les dangers de l'avortement et aussi demander l'avis d'un docteur, c'est plus sûr. Car l'avortement peut avoir un impact psychologique et physique sur la femme. Ça peut lui créer des complications sur son cycle menstruel et autres. Et aussi sur l'état mental de la femme. Elle peut être en dépression ou autre. Une nouvelle génération qui accepte l'idée de changement. Seulement, si l'intérêt médical semble accepté de tous, c'est du point de vue religieux que le bas blesse. Pour Julienne, malheureusement, la question de l'avortement est un couteau à double tranchant. C'est très dangereux. Ça, c'est une décision. On va laisser l'enfant vivre. Parce que si tu enlèves l'enfant et la maman meurt, comment tu vas faire? Et qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? D'accord, bien vrai que mais c'est dur. Quand on viole ton enfant, elle est enceinte. Et tu dis que tu vas amener l'enfant chez les médecins pour enlever. Ça aussi, c'est un péché. Au Sénégal, la législation sur l'avortement est à la fois restrictive et ambiguë. Bien que le code pénal du pays interdise formellement l'interruption de la grossesse, le code de déontologie des médecins autorise l'avortement si 3 confrères attestent de la nécessité de la procédure pour sauver la vie de la femme enceinte. Nolwenn Kessendour a rencontré une dame, Madame Pouy. Elle est commerçante, mais avant tout, c'est une femme. Elle est aussi mère de famille qui a vécu ce genre de situation. Malgré les coups de la vie, elle a su rester forte grâce à ses principes. Le regard des autres n'a absolument rien changé à sa volonté d'agrandir sa famille. Écoutez son histoire. L'avortement n'est pas bon pour l'organisme des jeunes filles. Notre religion ne nous le permet d'ailleurs pas. Si tu le fais, tu vas en enfer, donc il vaut mieux dire la vérité, car Dieu ne veut que la vérité. De toute manière, dès que ton ventre grossit, tu ne pourras plus cacher ta grossesse. Cette situation, je l'ai vécue avec ma fille aînée. Elle a été enceintée sur son lieu de travail, mais comme c'est ma fille, j'ai accepté, car c'est la volonté de Dieu. On a baptisé le bébé et maintenant, il a 10 ans. Le garçon a fini par épouser ma fille, mais je n'étais pas pour. J'aurais préféré garder ma fille près de moi jusqu'à ce qu'elle trouve un autre mari. Mais bon, on m'a forcé la main pour que j'accepte ce mariage et finalement, l'homme n'a pas pris en charge ni ma fille ni l'enfant, donc ils ont fini par divorcer.
Mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas pour l'avortement, c'est le destin. Parfois, il faut accepter la volonté de Dieu et gérer la grossesse. N'écoute surtout pas les docteurs qui te conseillent d'avorter et remets ta vie et celle de ton enfant entre les mains de Dieu. Hier, c'était la journée mondiale du tourisme. Des acteurs de la Petite Côte ont évalué les nouvelles perspectives pour le tourisme local face à la pandémie. La correspondance de Montagakan depuis Sali. Prenant bien en compte le thème de la journée mondiale du tourisme qui porte sur le tourisme et le développement rural, le Compact Yatal, collectif des acteurs de la chaîne des valeurs touristiques, a planché également sur les perspectives de la relance du tourisme local. Nous avons pensé qu'il faut mettre sur le marché de nouveaux produits qui sont accessibles à la population et qu'il faudra utiliser les leviers sur l'environnement, donc les ressources naturelles, mais aussi favoriser le tourisme culturel ou bien religieux et faire en sorte qu'il y ait un contenu local au niveau de l'offre touristique nationale. Ce n'est guère par hasard que le Compact a choisi la zone rurale de Sindia et Guéro. Il s'agit pour Boligay, le président du Compact, d'allier la rentabilité à la durabilité pour le développement du secteur. Le Compact Yatal, à travers le thème de la journée d'aujourd'hui, qui est développement rural, est venu ici dans la zone de Thiafoura Soro Khassab Guéro pour marquer cette grande journée. Ici, je pense que si on parle de ruralité, vous voyez ce qu'il y a comme ici de typique et de naturel. C'est ça où on vit réellement le tourisme durable dans cette zone. Ce que vous venez de voir aujourd'hui s'articule sur deux points. La ruralité, d'une part, et qu'aujourd'hui aussi, vous voyez qu'au niveau de la durabilité, ça a été respecté sur toute la ligne. Le calme féerique de la lagune de Somone, avec ses bancs de sable fins et ses oies blanches à la beauté fascinante, a été perturbé le temps d'une journée par un incessant va-et-vient des populations empruntant des barques conduites par de veillants piroguiers. Et nous passons à présent au bulletin santé du jour. Seuls 10 cas sont revenus positifs sur un total de 929 tests réalisés. Les 6 sont issus de la transmission communautaire. Toutefois, un décès est à déplorer et 118 patients ont été déclarés guéris ce lundi. 14 sont toujours dans un état grave. Coronavirus, toujours l'apport du numérique dans la riposte contre la pandémie. Des experts en parlent et c'est avec Adam Assar. La pandémie de Covid-19 a démontré l'importance du numérique. Aujourd'hui, avec un réseau disponible, on peut se connecter au monde. C'est qu'il est possible maintenant, une fois qu'on a un bon outil, ça peut être un téléphone, ça peut être une tablette, ça peut être un ordinateur, et qu'on a un réseau disponible, on peut être connecté au monde entier et continuer ses activités sans pour autant que ces activités-là ne soient compromises. On peut faire du télétravail, on peut faire du téléenseignement, on peut faire du téléapprentissage, on peut faire des activités commerciales, on peut faire, bref, toutes les activités humaines. En 2013, avec la création de l'Université virtuelle du Sénégal, l'enseignement à distance a donné des résultats positifs. Dans beaucoup de cas, le travail ne s'est pas interrompu. Les travailleurs sont restés à la maison et grâce à la connectivité qui existe ici, les uns et les autres ont pu continuer le travail, aussi bien au niveau des administrations, au niveau de beaucoup d'entreprises, au niveau de beaucoup de services, au niveau aussi de l'enseignement. Vous le savez, lorsque en 2013, le président de la République avait pris le décret de créer l'Université virtuelle du Sénégal et qu'elle a démarré, vous savez, beaucoup de personnes étaient sceptiques. Comment pouvait-on développer un enseignement de qualité en le faisant à distance? Et grâce à l'expertise sénégalaise, cette université s'est développée et a donné les résultats positifs. Les invités d'Alassane Samba Diop se sont penchés sur le thème « Le numérique post-Covid-19, quel atout pour le Sénégal ?» Un thème qui fait l'actualité.
Les sports du lundi présentés par Pape Malik Diaw sur ce plateau. Bonsoir Pape Malik. Bonsoir Adama Neskaba. Bienvenue. Nous démarrons avec les dates FIFA du mois d'octobre pour le Sénégal. Aliou Cissé devrait dévoiler une liste d'environ 26 joueurs et c'est attendu d'ici le 1er octobre. Tout à fait. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, donc Aliou Cissé, va rendre public le 1er octobre prochain la liste des joueurs qui vont affronter le Maroc et la Mauritanie en match amical. La rencontre Sénégal-Mauritanie prévue le 13 octobre à 19h au stade Lat Dior de Thiès. Mais 4 jours avant cette rencontre, à savoir le 9 octobre, la troupe d'Aliou Cissé se frottera d'abord au Lion de l'Atlas, plus connu sous le nom de Maroc, bien sûr, au Rabat, toujours à 19h. Et selon les Échos, la publication se fera via un communiqué à cause, bien sûr, de la pandémie de Covid-19. Et Aliou Cissé prévoit une liste élargie d'environ 27 joueurs pour les 2 rencontres. Direction l'Italie à présent et pour parler des Sénégalais encore, mais aussi de la deuxième journée en série. Tout à fait, et pour en parler bien sûr de l'actualité en Italie, nous sommes en ligne avec Abdoulaye Diouf Bar depuis l'Italie pour le tour et le tri de l'actualité. Abdoulaye Diouf, bonsoir. Bonsoir. Les choses les plus spectaculaires et les matchs des Sénégalais. Le match le plus spectaculaire de la deuxième journée de la Serie A était l'Inter de Milan et la Fiorentina. Inter 4, Fiorentina 3. Du côté de Naples, avec Koulibaly, au stade San Paolo, Naples a atomisé le Genova 6-0. Ce soir se jouera à Bologna, au stade de Lara de Bologne, le derby Emiliano Bologna-Parme. Du côté de Bologne, on aura un Sénégalais du nom de Pape Ibrahima Mbaye. Au stade Bentegodi de Vérone, l'Hellas Verona a gagné l'Udinese de Mamadou Koulibaly. 1-0. Mamadou Koulibaly est un jeune Thiessois. Il a déjà joué à Pescara en Serie A et après une année en Serie A, il a été acheté par Udinese, mais il y était toujours entre les équipes de Série B pour un prêt. Cette année-ci, il a été confirmé par son entraîneur et il a été titularisé hier à Verona. C'est un milieu de terrain qui sait interpréter tous les rôles dans l'entrejeu. Une autre équipe avec un choc où il y a un Sénégalais qui fait partie de l'effectif. Même s'il ne sera pas sur le banc, il fait partie des 25 joueurs de la saison. C'est la Roma de Lamine Junior Tal. La Roma et la Juventus de Turin ont fait match nul 2 buts partout. Depuis samedi, Keita Baldé est arrivé en Italie. Hier dimanche, il a pu faire la première visite médicale. Ce matin, il a pu faire une autre visite médicale. Dans la soirée, les médecins vont apprécier son dossier médical. Si c'est OK, il signera un contrat pour un prêt jusqu'au mois de juillet 2021. Un prêt avec option d'achat pour 10 millions d'euros. Aujourd'hui, il sera du côté de Gênes, du côté de la Sampdoria, une équipe qui a déjà des excellents footballeurs, parmi lesquels on peut citer Bonassoli, Fabio Quagliarella, l'entraîneur de son équipe. Nous tous, nous le connaissons à travers les Leicester d'Angleterre. Il s'appelle Ranieri. Voilà juste ce que j'avais à vous dire sur l'actualité du football italien et les Sénégalais en Italie. Merci Abdoulaye Bar Diouf. Les infos mercato du jour. D'abord en Angleterre, Manchester United n'a pas jeté l'éponge pour Jadon Sancho. Tout à fait. Manchester United aura tout au long du mercato entretenu le rêve d'acquérir le jeune anglais, à savoir Jadon Sancho. Il semble bien accroché au Borussia Dortmund, dont les dirigeants n'hésitent pas à repousser les Red Devils dans leur déclaration et un montant de 120 millions d'euros demandé. Un fossé semble donc séparer les deux parties et pourtant l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer n'a pas jeté l'éponge et souhaiterait donc même revenir à la charge pour faire plier le club de
de la Roure, comme on les appelle. Le Daily Mail assure que les Mancuniens préparaient une offre de 99 millions d'euros, soit 71 millions d'euros de plus et 27 millions d'euros de divers bonus. Les négociations sont âpres et s'annoncent tout simplement compliquées à seulement une semaine de la fin du mercato pour les Allemands. Après avoir tenu un marathon, il faut maintenant résister pour le sprint final. Et Tottenham essaie toujours de trouver une porte de sortie pour Serge Aurier. Tout à fait, et nous reprenons bien sûr le chemin de l'Italie. À 27 ans, Serge Aurier semble arriver à la fin de son aventure à Tottenham. Le latéral droit ne sera tout simplement pas retenu par les Spurs qui espèrent lui retrouver une porte de sortie. Cet été, le Bayer Leverkusen, le Spartak Moscou ou encore l'AC Milan se sont positionnés. Selon Sky Sport, les Rossoneri auraient lancé ce dossier et repris les discussions pour mettre la main sur l'ancien du Paris Saint-Germain. Les médias anglais ajoutent que l'Italien ou bien les Italiens explorent aussi d'autres pistes, dont celle menant à Norwich en Angleterre. Et pour terminer, pas Malik, Liverpool prête Karius à l'Union Berlin. Tout à fait. Liverpool, tout le monde se souvient bien sûr de lui comme le malheureux qui a fait 2 bourdes en finale de la Ligue des Champions. C'était face au Real Madrid. Et le portier allemand a ainsi été prêté pendant 2 saisons consécutives à Beşiktaş, mais refaisait cet été son retour dans l'effectif de Jürgen Klopp. Après, ou bien avec encore 1 an de contrat, le joueur de 27 ans n'aurait probablement pas joué à Anfield cette saison, où il était devancé par bien sûr Adrian au poste de numéro 2 derrière Alisson Becker. Pour cela, celui qui a été formé à Stuttgart fait son retour dans son pays natal et s'engage en faveur de l'Union Berlin, où il a passé sa visite médicale ce lundi. Alors que Liverpool en demandait 6 millions d'euros, les Reds ont accepté de le libérer sous forme de prêt. Adam Anushkaba, c'est terminé pour cette page des sports, mais en parlant bien sûr de visite médicale, sachez que Diao Baldé, qui était en visite médicale en Italie à la Sampdoria, a été testé positif tout simplement au coronavirus, et il a été donc écarté en attendant que la maladie, bien sûr, sorte tout simplement de son corps. Merci quand même, pas mal, pour toutes ces actualités des sports. La suite du journal. À présent, le reportage du soir basé sur un phénomène qui commence à connaître un succès, la mendicité sur les réseaux sociaux. Facebook est sans doute la plateforme la plus sollicitée. Beaucoup demandent de l'appui financier à de parfaits inconnus. Le reportage du soir signé Abdulrahman Di avec Cher Diop. Nous sommes à côté du port de Dakar, non loin du Mall 8. Lieu où nous avons rencontré Papis Thiam. Il dit être un ancien du réseau social Facebook, un ancien qui a conscience de la mendicité dans ce réseau social par des Sénégalaises, notamment, un fait qu'il envoie désolé. On ne connaissait pas les Sénégalais de ce genre d'activité et puis je le condamne jusqu'à la dernière énergie. Mais il faut qu'on comprenne que c'est la pauvreté qui est à la base de toutes ces choses-là. Je pense que c'est ce qui pousse les gens à vous envoyer une demande d'amis sur Facebook dans l'espoir que vous leur viendrez en aide. Il faut également souligner que ce sont les femmes qui le font le plus souvent. Mam Aïta Sey ne veut pas laisser passer cette accusation. Pour elle, l'éducation de base varie d'une fille à une autre, ce qui fait la différence entre elles, malgré les difficultés de la vie. Non, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Les filles ne sont pas pareilles, car il y a de ces filles qui sont sur le droit chemin. J'invite les autres à rendre plus irréprochable la réputation des filles. Pour Ibrahima Khalil, les filles ne sont pas les seules à verser dans cette mendicité dans les réseaux sociaux. Des faux comptes sont parfois créés par des hommes dans ce sens. Moi qui vous parle, je l'ai vécu sur WhatsApp. C'est la pauvreté qui est à la base. Même les hommes mendient également dans les réseaux sociaux en créant de faux comptes. C'est une réalité. J'invite les gens à aller travailler. Ça vaut mieux. Dans le secret ou pas, le fait est indéniable. Les réseaux sociaux sont bien utilisés par des Sénégalais pour des demandes de services, la plupart à des inconnus.
Merci Abdourahmani pour ce reportage. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la régie. Dans un court instant, la suite de la Total Bloc d'information avec Khalifa Djarate. Bonsoir à tous.